À qui la faute? À qui la faute? L'AS Saint-Etienne est en Ligue 2 depuis samedi soir 23h environ. L'AS Saint-Etienne est rétrogradé en Ligue 2 sans même passer par les barrages. L'objet de cette vidéo, c'est de savoir et d'essayer de comprendre à qui la faute. Alors, je vous préviens. D'abord, c'est pas une vidéo qui est facile à faire. Honnêtement, voilà, j'ai pas bien dormi cette nuit. J'ai eu beaucoup de mal à trouver le sommeil parce que je me refaisais un peu le film de la saison, évidemment, même si ça sert à rien. Bah, voilà, ce matin, c'est un mélange de tristesse et de colère froide en quelque sorte. Et honnêtement, faire cette vidéo comme ça au lendemain de cette relégation, c'est pas facile parce qu'on n'a pas le cœur à ça en fait. Mais j'ai promis que je la ferais et il faut le faire parce que lorsqu'on était descendu il y a 3 ans en Ligue 2, j'avais fait cette vidéo aussi en disant à qui la faute. Et là, je veux essayer d'établir les responsabilités des uns et des autres. Donc c'est une vidéo qui sera longue, je vous préviens. Donc les vrais fans anciens de Carton Rouge TV, vous le savez, quelquefois je fais des vidéos qui sont un peu longues comme ça. Donc pensez à liker la vidéo tout de suite, comme ça c'est fait. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et ce sera une vidéo qui se fera en plusieurs parties. Une première partie qui peut paraître bizarre, mais est-ce que c'est grave de descendre? On posera la question parce que je vois certaines réactions qui, au fond, expliquent que c'est pas si grave que ça. Voilà, donc est-ce que c'est grave finalement de descendre en Ligue 2? Donc je passerai quelques instants dessus. Ensuite, je commencerai par qui n'est pas responsable en fait. Je commencerai par ceux qui, à mes yeux, ne sont pas responsables de cette descente en Ligue 2, pour les exonérer ou en tout cas vous donner ma vision des choses. On passera ensuite à qui est responsable. On va rentrer dans le cœur du sujet. Donc, vous voyez déjà, ça c'est très long, tout ça. Soyez patient, hein. Vous avez un petit café, vous n'êtes pas pressé, vous mettez ça en podcast si vous êtes sur la route ou si vous êtes dans un déplacement ou si vous êtes chez vous tranquillement. Qui est responsable? Tout le challenge pour moi, ce sera de ne pas m'énerver pendant que je parlerai de tout ça. Je vous promets rien, je sais pas. Vous savez, quand je fais des vidéos comme ça, quelquefois, voilà, rien que d'en parler, ça m'énerve. Donc je ne sais pas si je vais essayer de pas m'énerver, je vais essayer de rester calme. Mais qui est responsable? Pour moi, il y a des responsables qui sont clairement identifiés. Et enfin, dernière partie de la vidéo, très importante. Et maintenant, le projet Kilmer en Ligue 2. On va en parler ensemble, évidemment. On va en parler ensemble parce qu'il faut malgré tout se projeter sur la saison prochaine et voir ce que l'on va faire en Ligue 2. Petit message de précaution quand même. D'abord, mais vous le savez, on a le droit de ne pas être d'accord parce qu'on ne sera pas d'accord sur tout. Et j'ai envie de dire, c'est pas grave. Vous le dites en commentaire si vous n'êtes pas d'accord sur certains points. Si vous êtes d'accord, dites-le aussi parce que vos réactions sont très importantes en quelque sorte. Moi, ça me permet de savoir qui a raison. Voilà, quelle est la température, quelle est l'atmosphère générale. Donc, n'hésitez pas aussi à me dire si vous êtes d'accord. J'ai le droit de me tromper aussi. Et puis si on n'est pas d'accord, encore une fois, c'est pas grave en fait. Moi, ma chaîne Carton Rouge TV, voilà, à mon niveau de supporter stéphanois, j'essaye de faire vivre le débat, la réflexion, partager mes joies, plutôt mes peines en ce moment, parce que franchement, c'est beaucoup de tristesse. Et on a le droit de pas être d'accord. Ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet et commençons par grave, pas grave. Alors, dit comme ça, vous pouvez vous dire, mais Flavien, la plupart d'entre vous, j'imagine que la plupart d'entre vous considérez que cette descente est une très mauvaise nouvelle. Quand je regarde un peu les réactions des uns et des autres, j'ai l'impression que pour certains, au fond, c'est peut-être pas si grave que ça. Pour certains même, je suis sûr que c'est pas grave, et je vais y venir. Je passe outre le sempiternel « Ah !» Une bonne descente nous permettra de mieux rebondir et de repartir de l'avant. Cet argument-là, pour moi, c'est un argument que je ne comprendrai jamais. Je ne comprendrai jamais, y compris d'ailleurs avec Kilmer comme actionnaire, je vais y venir. Mais dire, ah voilà, on va descendre, on va pouvoir enfin faire le ménage et on va repartir, finalement c'est une bonne nouvelle. Moi, ça me dépasse. Je vous le dis, descendre en Ligue 2 quand on s'appelle l'AS Saint-Etienne, quand on a l'histoire que l'on a, quand on a le palmarès que l'on a, quand on a le public que l'on a, avec 10 ou 12 matchs, avec plus de 30 000 spectateurs à Geoffroy Guichard, avec le parcage extérieur toujours plein quand on peut se déplacer, descendre en Ligue 2, c'est grave. C'est clair, c'est grave, c'est très grave. C'est inacceptable. Vis-à-vis de ce public, c'est inacceptable. Il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de peine, parce que ce club génère une passion qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc c'est très grave de descendre. Voilà. Et au-delà du c'est très grave de descendre, ça nous fait perdre un temps infini par rapport
au projet Kilmer, dont évidemment je vais parler dans cette vidéo, vous vous en doutez bien, qui est de retrouver l'Europe dans 5 ans et de jouer le haut de tableau, etc. Tout le rêve qu'on nous envoie. Parce que quand tu descends en Ligue 2, même si tu remontes l'année d'après, c'est ce que j'ai dit dans mon débrief, bah, l'année où tu remontes, donc déjà tu fais une saison en Ligue 2, et l'année où tu remontes, on t'explique, bah, tu joues le maintien, c'est la remontée, faut pas être trop pressé, etc. Donc la première année de la remontée, en gros, tu essaies d'assurer ton maintien en Ligue 1. Donc déjà tu perds 2 ans. Donc me dire que ce n'est pas grave, si c'est grave, et moi je suis désolé, la Ligue 2, ça ne me fait pas rêver comme la Ligue 1. La place de l'AS Saint-Etienne, sa vraie place, c'est la Ligue 1. J'espère que c'est clair. C'est comme ça. Donc c'est très grave. Voilà, c'est inacceptable. Deuxième point, par rapport à ça. En plus de descendre, on a fait une saison, mais les deux sont liés évidemment, mais honteuse. C'est-à-dire que dans le contenu, les humiliations qu'on a subies sur le terrain, c'est inacceptable. Pour la première fois de son histoire, le club fait l'ascenseur. On fait l'ascenseur. Tu montes, tu descends. C'est dingue. Il y en a qui te disent non, on va bien rebondir, etc. Le projet Kilmer, il voulait prendre le club en Ligue 2. Sans déconner. Il voulait prendre le club en Ligue 2. Il pensait prendre le club en Ligue 2. C'est clair. Mais donc du coup, c'est quasiment de la faute de Romeyer, Cayazo et Odo qui ont fait monter le club. Pourquoi ils ont fait monter le club? C'est enfin... C'était pas prévu. Merde. Ah, on redescend. Ah, c'est dingue. C'est dingue en fait. C'est dingue. C'est complètement dingue. Et par contre, je vous ai dit, il y en a pour qui c'est pas du tout la catastrophe. Mais c'est pour qui il meurt. Larry Tannenbaum. Je vais parler de Larry Tannenbaum dans cette vidéo. Dans une interview qui a été donnée à l'équipe de mémoire en avril, et vous avez le titre qui apparaît à l'écran, la Ligue 2 ne change rien à notre projet. Ça ne change rien pour qu'il meure. C'est une catastrophe pour les supporters des Verts, pour les passionnés des Verts, mais pour le nouveau propriétaire, ça change rien au projet. Je dis pas qu'ils sont contents de descendre, parce que je pense pas qu'ils soient contents de descendre, mais c'est pas du tout une catastrophe. C'est une catastrophe pour les supporters. C'est tout. Le reste, ça change rien au projet. Encore une fois, je vous en parlais du projet Kilmer. Donc, pour reprendre le point initial, est-ce que c'est grave ou pas grave? Pour Kilmer, c'est pas très grave. On va ajuster le projet, on va faire des trucs. Pour les supporters, c'est catastrophique. La Ligue 2 ne me fait pas rêver. Voilà. Et je ne citerai pas de club de Ligue 2, parce que si je cite des clubs de Ligue 2, évidemment, on va me dire tu es méprisant, tu es je sais pas quoi, etc. Je vais le dire autrement. La place de l'AS Saint-Etienne, la place de Geoffroy Guichard, la place du public stéphanois, c'est la Ligue 1. Voilà, c'est ça la réalité. Et on est en Ligue 2. Bon. Donc grave, pas grave, c'est grave. Mais dites-moi en commentaire, hein, si certains d'entre vous trouvent que c'est pas grave. Il faut me le dire. La Ligue 2, c'est peut-être sympa finalement, peut-être que je me trompe. Peut-être que ça me fait rêver. J'ai pas le souvenir d'avoir beaucoup rêvé en Ligue 2 pendant 2 ans. Mais qui sait, hein? Premier point. Deuxième point de cette vidéo. Qui n'est pas responsable? Qui n'est pas responsable? Alors évidemment, les supporters ne sont pas responsables. Tous les salariés du club, ils sont responsables de rien. Voilà, dans l'écosystème stéphanois, bah, évidemment, il y en a beaucoup qui ne sont pas responsables. Mais j'attire votre attention sur une personne et plusieurs personnes qui, à mes yeux, ne sont pas responsables de ça. La première personne qui n'est pas responsable, et je vais peut-être vous surprendre en disant cela, c'est Larry Tannenbaum. Larry Tannenbaum, le patron de Kilmer Group, et donc de la filiale Kilmer Sport Venture, dont le président est Ivan Gazidis, Larry Tannenbaum n'est pas responsable de la descente en Ligue 2. Larry Tannenbaum, que évidemment je ne connais pas, mais j'ai lu des trucs sur lui, j'ai essayé de comprendre un peu son parcours, même si Kilmer est un groupe familial très secret, il fuit plutôt les médias. Ce que j'ai retenu, ce que j'ai compris du personnage, c'est que c'est un vrai passionné de sport, que c'est un investisseur de long terme, et quand il dit on est là sur du long terme, il dit la vérité, il le pense sincèrement. Lui, il rachète un club pas cher, on pourra peut-être y revenir d'ailleurs, je ne sais pas si j'en reparlerai de ça. Il rachète un club mythique, pas cher du tout. C'est un homme d'affaires, mais un passionné de sport. Et derrière, Larry Tannenbaum, qui est au Canada, à Toronto, c'est pas lui qui dirige l'AS Saint-Etienne. Lui, il donne les clés du camion à Ivan Gazidis, qui est le président, avec ses 2 compères, qui dirige le club. D'accord? Il y a le propriétaire, celui qui achète et qui met l'argent sur la table, et il y a celui qui dirige le club. Larry Tannenbaum,
c'est pas lui qui a décidé de recruter Miladinovic. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas lui. Lui, il achète un club, il dit voilà, l'objectif, c'est un objectif de long terme, c'est un investisseur, voilà. Ils ont une stratégie dont on pourra reparler, qui est une stratégie de trading, qui clairement a pour objectif de gagner de l'argent sur les joueurs qu'ils achètent, voilà. Je l'ai déjà dit en début de saison, parce que la stratégie du trading basée sur de la data, en tant que telle, ça n'empêcherait pas potentiellement le club d'avoir de bons résultats. Simplement, il faut l'avoir en tête, le but, c'est quand même de vendre des joueurs avec une plus-value. Et quand tu veux vendre des joueurs avec une plus-value, tu les achètes quand ils sont jeunes, tu les fais progresser, tu leur fais signer des contrats de longue durée et tu les revends avec une plus-value. Et donc, lui, il a sa stratégie, mais lui, il n'est pas responsable de la descente de l'AS Saint-Etienne en Ligue 2. Ce n'est pas lui qui doit être à l'état. C'est un peu toute chose égale par ailleurs, comme à Marseille. Il y a McCourt qui est propriétaire de Marseille et il y a Longoria qui fait tourner la boutique. McCourt, lui, il donne les directives, il met les moyens ou il ne met pas les moyens à la disposition du président de Marseille, mais c'est le président de Marseille qui, de façon opérationnelle, fait tourner la boutique. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc moi, Larry Tannenbaum, pour moi, n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Et puis parce qu'en plus, le football en tant que tel, il n'a jamais revendiqué dans les interviews, dans ses prises de parole, le fait que c'était un tacticien, un technicien. Vous voyez, c'était pas comme à l'époque, pardon de la comparaison, je ne sais pas si elle est intelligente, mais Bernard Tapie qui était président de Marseille, propriétaire de Marseille, et qui allait dans le vestiaire pour donner les consignes aux joueurs. Où Bernard Tapie, lui, faisait vraiment de l'intrusion en quelque sorte, de l'ingérence dans les choix de l'entraîneur. C'est quasiment lui qui composait le 11. Larry Tannenbaum, lui, il fait pas ça. Il dit chacun son job. Moi, je suis propriétaire, je fixe le cap. Je viens à Saint-Etienne avec mon beau maillot et le gros logo derrière. J'ai envie que le club marche bien. Vas-y, Yvonne, t'as les clés du camion en avant. Donc, il n'est pas responsable. Dites-moi si vous êtes d'accord. Mais pour moi, Larry Tannenbaum, c'est quelqu'un de bien. Et moi, j'ai plutôt confiance en lui. Voilà, je pense que c'est un vrai investisseur de long terme, etc. Même si sa stratégie de trading, honnêtement, je pense qu'elle a ses limites, notamment quand on veut se maintenir en Ligue 1. D'autres qui ne sont pas responsables. Soukas, Perrin, et puis j'ai oublié le nom du troisième, ne sont pas responsables de la descente en Ligue 2. Alors là, je le dis parce que beaucoup d'entre vous, et je pense d'ailleurs que parmi ceux qui vont regarder cette vidéo, il y en a beaucoup qui considèrent que c'est eux qui sont responsables. Et d'une certaine façon, que Kilmer n'a pas fait le ménage. Voilà, je l'ai vu plein de fois ça. Kilmer n'a pas fait le ménage, Gazidis n'a pas fait le ménage, résultat des courses, c'est encore le bordel dans le club, résultat des courses avec Soukas, Perrin qui ne servent à rien, c'est eux qui ont fait le mercato, c'est eux les nuisibles, etc. Et c'est à cause d'eux. Alors moi je vous le dis avec beaucoup de calme, mais alors vous faites fausse route, mais vous voyez, vous faites vraiment fausse route, mais très loin. Très loin fausse route. En plus, cet argument, d'abord il est incompatible avec d'autres arguments que ceux qui disent que Perrin et Soukas est responsable, disent en même temps que Gazidis, c'est vraiment un cadre du foot européen. Donc c'est incompatible en fait, c'est un peu un oxymore quoi. C'est-à-dire que si Ivan Gazidis est vraiment un cadre du foot européen, la pointure dont on avait besoin, le mec qui connaît le foot, il a dirigé Arsenal, il a dirigé Milan. Donc vous pensez ça, et en même temps, vous pensez qu'Ivan Gazidis, il se fait commander par Soukas et Perrin pour le mercato. En fait c'est ça. C'est un super dirigeant, mais face à Soukas ou Perrin qui lui disent « Ah tiens, nous on a vu Ben Holt, faudrait le recruter. » Et Ivan Gazidis dit « Oh du monde, ok, bon c'est vous qui commandez après tout, faites le mercato que vous voulez. » Ça marche pas ça, c'est pas vrai, d'accord? Soit Ivan Gazidis c'est une grosse pointure et c'est lui qui commande, soit c'est quelqu'un qui est inexistant et c'est les autres qui commandent. Mais dans la vraie vie en fait, Perrin et Soukas ont été gardés d'abord parce que Soukas a un parachute doré et ensuite parce que Perrin il incarnait un peu l'image du club. Je ne sais pas s'ils resteront l'année prochaine. Ils ne sont pas responsables. Ils n'apportent rien, on est d'accord, mais ce n'est pas eux qui ont décidé au mercato 2024-2025, là pendant l'été dernier, d'un seul coup de se mettre à la data. Ce n'est pas eux qui ont trouvé Miladinovic. D'accord? C'est pas eux qui sont allés chercher Ben Holt. Loïc Perrin n'a pas dit à Gazidis, Dear President, I have found a great player in Australia. C'est pas lui qui a dit ça, hein? D'accord? C'est pas lui qui a fait le mercato. Et puis alors après, pour conclure sur ce sujet-là, ils ne sont pas responsables de ça.
Alors je sais que c'est pratique parce que ça permet de trouver des responsables autres que Kilmer. C'est-à-dire que ceux qui disent Kilmer a raison, Kilmer, il faut trouver des coupables. Et ben donc c'est Perrin-Soukas. Voilà. Beaucoup de supporters le pensent. Mais d'ailleurs, le mot de la fin en fait, en réalité, vous l'avez, je vais vous le mettre à l'écran. Mais le mot de la fin, celui qui va clôturer le débat en réalité, eh ben c'est notre ami Larry Tannenbaum. Larry Tannenbaum, qu'est-ce qu'il nous dit Larry Tannenbaum dans l'équipe, l'interview qu'il fait à l'équipe? Question de Bernard Lyons. Regrettez-vous de ne pas avoir investi plus d'argent l'été dernier pour avoir une meilleure équipe? C'est à ces 3 hommes, voilà la réponse de Tannenbaum, c'est à ces 3 hommes, Ivan Gazidis, Huss Fahmy et Jason Rosenfeld, président, vice-président exécutif de Kilmer Sport Venture, de me dire ce qu'il faut faire pour construire une grande équipe. Et nous sommes parfaitement alignés sur notre ambition. Je leur donnerai donc toutes les ressources dont ils ont besoin. Vous voyez, Larry Tannenbaum, le propriétaire du club, il dit pas « c'est à Soukas, à Perrin, de me dire de quoi ils ont besoin pour que je leur donne les moyens d'investir dans le club. » D'accord? Donc, le patron, le propriétaire, Larry Tannenbaum, dit c'est Gazidis, Fahmy et Rosenfeld qui décident. Ils me disent ce dont ils ont besoin, je leur donne ce dont ils ont besoin. Donc arrêtez de me parler de Perrin et de Soukas. S'ils ne sont plus là demain, c'est pas grave. Hein. Franchement, comme je vous dis, ils ne servent à rien. Aujourd'hui, c'est plus des faire-valoir qu'autre chose. Loïc Perrin, j'ai l'impression qu'il passe son métier aujourd'hui, c'est de faire des photos avec les nouveaux contrats. Vous savez, les nouveaux contrats, hop, un jeune qui passe professionnel, clac, Loïc Perrin est là pour la photo. Donc moi, s'ils partent, franchement, je m'en fous complètement. Je pense qu'ils n'apportent plus rien au club, c'est pas le sujet. Et puis même que du coup la masse salariale de Soukas et compagnie, bah, si on peut l'économiser, tant mieux. Moi je ne connais pas ces gens-là. Je ne suis pas là pour les défendre à tout prix, mais dire que c'est à cause d'eux qu'on descend, c'est une dinguerie en fait. Ça ne tient pas la route. Et c'est Larry Tannenbaum lui-même qui le dit. Les 3 qui commandent, vous les avez à l'écran, c'est eux et c'est personne d'autre. D'accord? Pour Larry Tannenbaum, Soukas, Perrin, tout ça, je suis même pas sûr qu'il sait qu'ils existent ces gens-là. Bon. Voilà, donc grave, pas grave, c'est grave. Tannenbaum pas responsable, Perrin, Soukas pas responsable. Qui est responsable? On va rentrer dans le dur maintenant. Qui est responsable? Bah, les responsables, pour moi cette fois-ci, il n'y en a pas 36. Les responsables, c'est les 3 dont les noms viennent d'apparaître à l'écran. Et en premier lieu, c'est Gazidis. C'est un plantage monumental. Faire redescendre l'AS Saint-Etienne après être remonté, c'est un plantage historique du club. Faire l'ascenseur, c'est un plantage historique. Donc c'est Ivan Gazidis qui est responsable de ça, clairement, avec ses 2 compères, les 2 vice-présidents, Fahmy et Rosenfeld. C'est eux les responsables. Je pense, alors, d'ailleurs, d'une certaine façon, je ne veux pas dire que c'est à leur décharge, mais quand ils reprennent le club au mois de juin, ils pensent reprendre un club de Ligue 2. Tannenbaum le dit, comme c'est de la data, ils avaient calculé la probabilité que le club monte en Ligue 1, il le dit dans une interview, toujours l'interview à l'équipe, on avait 5% de chances de monter, et en gros ils ont été surpris. Donc ils récupèrent, ils rachètent un club de Ligue 1, alors qu'au départ ils pensaient racheter un club de Ligue 2. Bon, c'est un fait, ok, franchement la montée a été une heureuse surprise pour tout le monde, et je peux comprendre qu'au départ ils imaginaient prendre un club de Ligue 2. Et alors, en quoi c'est grave? Ça leur fait gagner du temps. Et donc, la première erreur de Kilmer et de Gazidis, c'est clairement d'avoir sous-estimé la Ligue 1 et d'avoir tout misé sur la data. C'est leur stratégie, mais quand on regarde le mercato d'été, c'est un désastre en fait. C'est un désastre. Ils ont mis 23 millions d'euros sur la table. Aujourd'hui, ce qu'ils ont déboursé, c'est Davidashvili 6 millions, Stassin 10 millions, 3 millions pour Miladinovic, 3 millions pour Boakier. 3 plus 3, 6, plus 6 de Davidashvili 12, plus 10 de Stassin, 22, plus 1 de Cornu, 23. En gros, c'est 23 millions. Et quoi? C'est un prêt avec option d'achat, donc je ne sais pas si l'option d'achat sera levée ou pas, on ne va pas parler du mercato maintenant, hein, c'est beaucoup trop tôt, et puis c'est même pas intéressant, et puis j'ai même pas envie de ça. Mais ils ont mis 23 millions d'euros sur la table, c'est le montant le plus important depuis que la SS existe, d'accord? Et on descend en Ligue 2. Mercato raté, le mercato d'été est raté. Romeyer et Cayazo, ils avaient l'excuse au moins de ne pas avoir d'argent. Et donc ils bricolaient, sans argent. Bon, alors on leur reprochait, on leur disait, les padrons et tout ça, il faut vendre maintenant, hein, ça suffit. Hein, nous on veut une équipe ambitieuse, on veut une équipe digne de son public. Bah, ils ne mettaient pas d'argent sur la table. À chaque mercato, il fallait qu'ils vendent pour 15 ou 20 millions pour équilibrer les comptes. On le sait, il y avait 20 millions de déficit structurel en Ligue 1.
pour ça qu'ils ont vendu, c'est que l'actif joueur au fil du temps s'est réduit. Bah, t'avais plus du Saliba, t'avais plus du Fofana, t'avais plus du Bouanga, t'avais plus du Gourna. À un moment donné, bon. Après, juste par rapport à ça, hein, le club a été racheté par Kilmer pour environ 15 millions d'euros. C'est pas cher du tout, 15 millions d'euros. Ils ont réinjecté de la liquidité dans le club pour pouvoir faire tourner la boutique via des augmentations de capital ou des prêts transformés en augmentation de capital. Mais ils l'ont pas racheté cher du tout. Et l'argument que j'ai pu voir aussi sur les réseaux sociaux des défenseurs de Kilmer jusqu'au bout, c'est de dire, bon ok, on descend en Ligue 2, mais sans Kilmer, on serait déjà en national comme Bordeaux. Et franchement, cet argument, autant on sait très bien que financièrement, les anciens dirigeants étaient au bout du rouleau et ne pouvaient pas remettre au pot pour pouvoir équilibrer les 20 millions d'euros, mais je rappelle quand même 2-3 trucs. Premier élément, c'est que le club n'a jamais été interdit de recrutement en tant que tel, d'accord ? Deuxièmement, le club n'avait pas d'impayés comme on peut le voir avec Lyon par exemple, ou Bordeaux qui ont des factures impayées de façon incroyable. Et que l'AS Saint-Etienne a quand même vendu là au mercato d'hiver dernier, mais je pense que si le club n'avait pas été vendu par Romeyer et Cayazo, il l'aurait vendu avant. Mathis Amougou qui a été vendu pour 15 millions d'euros, et souvenez-vous, alors il a été vendu à Chelsea, mais il y a Leverkusen qui s'était manifesté cet été, et ils auraient vendu Amougou pour 15 millions d'euros. Et alors je veux pas dire que ça a équilibré les comptes, parce que je pense que ça aurait été il fallait remettre un peu plus que ça, peut-être 20 ou 25, mais en tout cas, dire que le club était dans la même situation que Bordeaux, faut pas exagérer, sans déconner, c'est vraiment très très excessif. Encore une fois, le club n'était pas du tout dans cette situation, et je rappelle quand même que en plus là cet été il va peut-être y avoir Saliba qui va être transféré peut-être au Real de Madrid, auquel cas le club récupérait entre 10 et 15 millions. Donc voilà, ce qui rappelle quand même que les négociations des anciens dirigeants n'étaient pas complètement mauvaises quand ils vendaient des joueurs, ils mettaient toujours des clauses pour pouvoir bénéficier d'une plus-value et d'un pourcentage sur une plus-value éventuelle à la revente. Bref, le mercato d'été, c'est une catastrophe. Pierre Cornu, encore une fois, je ne m'attaque pas les personnes, mais je parle du niveau des joueurs. Pierre Cornu, franchement, il n'a pas joué. Avec les quelques matchs où il a joué, il a convaincu personne. Et quoi, il a fait un bon match face à Lyon, il a été très bon, mais et quoi là, face à Toulouse, c'était une catastrophe, franchement, j'ai pas trouvé bon, face à Reims non plus, alors c'est un prêt, mais je trouve pas bon. Bernauer, alors hier, je pense qu'apparemment il a joué blessé dès le début, et c'est pour ça qu'il a sorti à la mi-temps, on a fait jouer Bernauer blessé, vous vous rendez compte en début de match, et d'ailleurs quand on repense aux images, quand on voit Apia qui est tout seul, avec Bernauer qui est super loin, Apia qui est obligé de le couvrir, enfin c'est une dinguerie quoi, mais Bernauer, voilà, c'est pas le recrutement dont on avait forcément besoin, en tout cas pas suffisamment costaud pour nous renforcer au mercato d'hiver. C'était mercato d'hiver. Miladinovic, 3 millions d'euros sur Miladinovic. Il a joué combien de minutes? Je ne sais même pas en fait. C'est ça la data. Franchement, Benold, alors il a été blessé très longtemps, il s'est fait les croisés, et c'est très dur de revenir des croisés, mais Benold qui a joué en Australie, tu fais venir un mec d'Australie, chaque fois qu'il y a une sélection nationale, un match de sélection nationale, il fait 25 heures de vol, et c'est un mec qui a jamais joué en Europe, et jamais au top niveau européen, et il est sympathique, mais franchement, Benold, moi je crois pas en Benold dans Ligue 1, enfin en tout cas pas titulaire indiscutable qui nous permet de nous maintenir. David Tachvili qui a été recruté 6 millions d'euros, lui il sera revendu je pense là dans les mois qui viennent parce qu'il a des stats qui parlent pour lui. La seule vraie bonne recrue en fait, qui ne restera pas à l'AS Saint-Etienne, en tout cas je ne pense pas malheureusement, c'est Stassin. C'est la seule bonne recrue. Donc le mercato d'été est raté. Et ce qui rend fou dans cette histoire, c'est que tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Odo l'avait dit, vous vous souvenez de l'interview qu'il fait de mémoire le 10 décembre, où il dit qu'il va falloir un Père Noël très généreux pour le mercato d'hiver. Donc résultat des courses, il est viré 4 jours après ou 5 jours après, et on met à la place Orneland. Et dans la foulée de l'arrivée d'Orneland, on a un match face à Marseille, où on prend 4-0 à domicile. Une humiliation de plus, parce que 4-0 face à Marseille, c'est honteux en fait. Pour nous, c'est une humiliation. Et moi, je fais un débrief que j'avais titré Datastrophique. Tous les pro-Kilmer m'étaient tombés dessus. De vie, machin, truc bidule. Ok, très bien. Et du coup, j'ai re-regardé cette vidéo un peu par curiosité. Je vous propose d'écouter 2 minutes. Donc, c'est après la défaite face à Marseille. Donc, on est en décembre 2024, à la fin du truc. Orneland vient d'arriver. Et lors du match face à Marseille, en avant-match, Gazidis donne une interview à beIN Sport pour expliquer sa vision des choses et nous dire comment il voit les choses pour Saint-Etienne à l'avenir. Je vous propose d'écouter ce que je disais dans cette vidéo et on en reparle juste après.
Mais en fait, cette équipe, elle est très faible, et c'est là où je veux en venir. Du coup, je vais refaire le lien avec l'interview de Gazidis, où il a été interrogé sur les objectifs du club. Alors bien sûr, il répète toujours le même storytelling, et c'est bien logique. On a un projet sur le long terme, on est là que depuis 6 mois. Depuis 6 mois, on observe, on commence à comprendre les choses. C'est maintenant que les choses vont changer. En gros, on passe sur la deuxième phase du projet Kilmer, nouvel entraîneur, etc., nouveau projet de jeu. Donc tout ça semble réglé comme du papier à musique. On a des professionnels, et donc un discours qui se veut rassurant. Ce qui me rassure pas du tout, c'est quand le journaliste de Beansport lui dit est-ce que sur le mercato d'été il y a eu des ratés, est-ce que vous diriez que le mercato est loupé? Et il dit non, pas du tout. Il dit je pense que ce sont des joueurs, il y a beaucoup de jeunes joueurs, mais il y a d'autres équipes en Ligue 1 qui ont des jeunes joueurs, et je pense qu'en fait il faut les faire progresser. Et que Orneland, avec son style de jeu, sa grinta, sa façon de faire, il va les faire monter en puissance. Et qu'avec cet effectif, on va se maintenir. Et là, si vraiment il pense ça, mais alors là, mais je suis mais alors dans un monde parallèle en fait. Je suis dans un monde parallèle. Ivan Gazidis et moi, alors lui il connaît le foot, hein. Moi je suis qu'un simple spectateur, supporter, amateur, tout ce que vous voulez. Lui c'est un pro, hein. Donc c'est sûrement lui qui a raison. J'espère qu'il a raison, hein. Mais alors s'il pense qu'avec cet effectif-là, on va se maintenir, alors là on a un gros problème, hein. Parce que moi je vous le dis, hein, l'effectif que l'on a, le jeu que l'on voit, la faiblesse technique des joueurs, c'est milieu de tableau Ligue 2 maximum. C'est-à-dire que cette équipe ne joue pas la montée en Ligue 1. Il faut être clair et net. On n'a pas de niveau pour ça. Et là on est en Ligue 1. Donc pour se maintenir en Ligue 1, c'est le mercato d'hiver qui peut faire la différence. Et le mercato d'hiver, c'est, quand je dis minimum, vous voyez, c'est le minimum. C'est un joueur expérimenté Ligue 1. Quand je dis expérimenté, un gars costaud de Ligue 1 par ligne. Un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant. Minimum. Et on ne se dirige pas vers ça, hein, puisqu'ils ne veulent pas changer de stratégie. Parce que faire ça, ce serait changer de stratégie. C'est-à-dire recruter des joueurs, faire venir des joueurs avec des salaires un peu élevés et des joueurs un peu âgés, vous voyez, entre 28 et 31 ans, et donc sur lesquels tu perdras de l'argent, puisque de toute façon, tu sais que quand ils auront fini leur contrat dans 2 ans, ces mecs-là, ils vaudront moins cher qu'aujourd'hui, et donc c'est pas du tout leur stratégie. Ils achètent des joueurs qui vaudront normalement plus cher dans 2, 3, 4 ans qu'aujourd'hui. C'est ça leur stratégie. Mais pour se maintenir en Ligue 1, c'est pas du tout ce qu'il faut. Et donc en fait, l'enseignement principal de cette défaite face à Marseille, c'est pas qu'on est nul, on le savait. C'est que pour l'instant, ce que j'ai entendu de Gazidis, qui est vraiment encore une fois une interview très importante, écoutez-la ou réécoutez-la, sur le mercato d'été, il dit non, il n'y a pas d'erreur. Et sur la suite des opérations, c'est oui, on a un projet de long terme, bien sûr, il faut se maintenir. Et donc Eric Orneland, lui, il va se charger de donner des consignes de jeu, de faire jouer ses joueurs de telle sorte qu'ils soient au niveau Ligue 1. Je vais vous dire un secret. C'est pas un secret en fait. Je vais vous dire un truc. J'envie énormément, mais énormément, les supporters de l'ASS qui sont hyper confiants. Vous savez, il y en a, hein, parmi vous, il y en a qui me regardent et qui sont hyper confiants. Franchement, j'aimerais bien être à votre place. Pour être plus tranquille, quoi. Pour me dire, mais non, mais de toute façon, c'est bon. Les mecs, ils savent ce qu'ils font. J'aimerais tellement pouvoir être dans cette logique-là. Je serais vachement plus tranquille, quoi. Vachement plus apaisé. Mais je suis d'une inquiétude folle, en fait. J'étais inquiet avant. L'interview de Gazidis m'inquiète encore plus, en fait. Ne fait que renforcer mon inquiétude. Voilà, les amis. Alors, comment dire ? Moi, je mets pas cet extrait pour dire « Ah, regardez, j'avais raison. Franchement, je préférerais 1000 fois prendre le micro et dire « Écoutez, je me suis planté. Il avait raison, Gazidis. On avait l'équipe pour se maintenir, etc. » Je préférerais tellement faire cette vidéo. Je préférerais tellement vous dire « Écoutez, voilà, je me suis planté comme une grosse buse. Je dis des conneries. Et tant mieux, je dis des conneries parce qu'on est en Ligue 1 et qu'on va pouvoir préparer la saison prochaine avec de vraies ambitions, etc. Et c'est parti. » Mais ce qui me rend dingue dans cette histoire, c'est que mais je ne suis pas le seul à avoir dit. Alors moi, je le dis sur ma chaîne, très bien. Mais le nombre de gens qui le voyaient, les journalistes, les chroniqueurs, les gens qui connaissent le foot, des consultants, des anciens joueurs de foot qui te disaient « Mais en fait, si Saint-Etienne ne recrute pas, on va en Ligue 2. » Enfin, moi, ce que je dis, ça n'a rien d'extraordinaire. Sauf que moi, je suis qu'un supporter de base. Je suis rien d'exceptionnel. Je ne suis pas technicien. Je ne suis pas ancien joueur professionnel. Mais je le voyais. Tout le monde le voyait. Mais non, Ivan Gazidis se dit « Nickel !»
Tout va bien en fait. C'était Odo le problème. C'était Odo le problème. Maintenant, on a un entraîneur qui va arriver avec son style de jeu. Résultat des courses, il a pris 47 buts. 47 buts en combien? 17 matchs? 3 buts par match? Je l'appelais monsieur 3 buts par match, Arnaud. Hein. Voilà, c'est ça qui rend dingue. Parce que quand je fais cette vidéo fin décembre, on se dit tous dans notre tête, il va falloir faire le mercato mouse costaud, mercato d'hiver. Résultat des courses, mercato d'hiver médiocre. Bernauer, insuffisant. Cardona qui arrive toute fin janvier, c'est-à-dire que déjà tout le mois de janvier, t'as pas Cardona, qui arrive toute fin janvier, qui marque 5 buts, 2 ou 3 passes décisives, je sais plus, en espace de quoi, 13 matchs, des stats qui parlent pour lui, alors que Cardona voulait rester avec Odo. Cardona voulait dans la dynamique de la montée. Il aurait fait la prépa avec les Verts. Résultat des courses, comme on dit, non, il n'est pas projet qu'il meurt, lui. Pas data machin, hein. Non, on ne veut pas. Résultat des courses, il trouve un club, son club allemand le prête à l'Espagnol de Barcelone où il fait banquette. Il revient à Saint-Étienne, il n'a pas de rythme, il n'a pas joué. On le met dans le bain titulaire, il gagne sa place. Et on a perdu 6 mois pour ça. Je dis pas que Cardona nous aurait sauvés, mais c'est juste pour dire que c'est des incohérences folles. C'est-à-dire que quand Odo demande Cardona, on lui dit non. Et puis finalement, on le fait venir en toute fin mercato d'hiver. Mais c'est quoi ça? Et on dit que c'est des professionnels. Mais moi, j'appelle ça de l'amateurisme en fait. C'est un truc de dingue. C'est incroyable. Donc, mercato d'hiver planté, mercato d'été planté, mercato d'hiver replanté. Et tu te dis, on va se maintenir. Eh ben non, parce que depuis la 24e journée, on est relégable en fait. Et donc, cette descente, elle est parfaitement logique. Parfaitement logique. On est tellement mauvais que c'était logique qu'on descende. Le Havre nous a battus à domicile. Angers nous a battus chez lui 4-2. Ils viennent faire match nul chez nous. Le match nul chez nous, c'était Orneland qui était 3 partout. On prend 3. Mais on en prend 3 par match. Go, 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 go. C'est ça le style de jeu. On prend des jeunes, go, 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 go. Et on va faire une équipe qui va jouer comme le Barça. Et on va jouer l'Europe. Bientôt, là, dans quelques années. Sans déconner, mais c'est une dinguerie en fait. Donc ça va pas en fait. Ça va pas du tout. C'est des grosses erreurs de Kilmer. Et tout ça, c'est Ivan Gazidis. C'est lui le patron. D'accord? C'est pas Souka, c'est pas Perrin. C'est Gazidis le patron. Dernier point sur les problèmes, mais je l'ai déjà évoqué, alors ça, plein me disent mais non, t'as rien compris, tout ça, c'est pas du tout le sujet, mais moi je suis désolé. Un président qui est... Alors on l'a un peu plus vu en fin de saison, on l'a vu lors du derby, alors il y avait Larry Tannenbaum qui était là, on l'a vu à Reims, il était là pour le match face à Toulouse, on l'a un peu plus vu. Mais un président qui est à New York, c'est Famille, je crois, ou Rosenfeld qui est reparti à Londres, là, le match terminé, il est parti à Londres. Les mecs, ils sont à Londres, machin, tous bidule, machin, chose. Ça va pas. Je vous le dis, ça ne va pas. Voilà. Prenez-le comme vous voulez. Moi, je suis désolé. Prenons Marseille. Pablo Longoria, il habite pas à New York, d'accord? Il est à Marseille tout le temps. Voilà. Le président d'un club, il est sur place. On va me dire, oui, tu comprends rien au foot moderne aujourd'hui. Les présidents n'ont pas besoin d'être sur place, etc. Mais là aussi, ceux qui me disent ça, ils sont contradictoires avec eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est les mêmes qui te disent, faut tout reconstruire dans le club. Tout était détruit. On a l'impression que c'était un champ de ruines, etc. Ok, très bien. Alors, admettons, tout était détruit, il faut tout reconstruire. Bah, raison de plus pour que le président soit là 7 jours sur 7, je suis désolé. Bah ouais, quand tu rachètes une entreprise, quelle qu'elle soit, alors là c'est une entreprise à objet sportif, c'est une SAOS, tu rachètes une entreprise, tu mets 15 millions pour racheter le club, tu vois qu'à l'intérieur tout est à reconstruire, bah je suis désolé. Si toi tu rachètes une entreprise à titre personnel, parce que tu rachètes, je sais pas, un restaurant, un machin, un truc, et que tu vois que ça va pas, bah tu t'es présent dans ton entreprise en fait, tu règles les problèmes, au quotidien tu vois ce qui se passe et ce qui va pas. D'accord? Donc tu ne peux pas dire en même temps c'était un champ de ruines, Cayazo, Romeyer, c'est à cause d'eux, ils ont dit c'est un club à l'abandon, machin, truc bidule. Ce qui est très largement excessif, même si tout n'allait pas bien et qu'il fallait reconstruire, etc. Et dans le même temps dire ah, mais c'est normal qu'il soit pas là, c'est le foot moderne, il est à New York, c'est super. Ça marche pas en fait, ça marche pas. Et moi je pense, même si tu as un club qui fonctionne bien, qui est bien structuré, je pense que le président doit être sur place. Et quand on me prend les exemples de tu crois que le président d'Arsenal, de machin, de trucs, ils sont tout le temps là, etc. Mais quand tu as des clubs qui sont très très bien structurés, tu prends des clubs anglais, des clubs italiens où tu as la direction marketing, elle est super bien structurée, ça tourne, ça marche, tu as un directeur sportif hyper opérationnel, tu as un directeur, un responsable pour les soins médicaux, etc. Un staff médical hyper organisé, t'as la cellule recrutement qui est hyper professionnelle, la formation, t'as un directeur et tout tourne, c'est une machine qui tourne, je vais pas dire toute seule, mais parce que ça tourne depuis des années, c'est bien huilé, ça fonctionne bien, effectivement, le président il a moins besoin d'être présent. Putain, tu rachètes un club en juin,
Tu rachètes un club en juin, tu dois tout reconstruire et t'es à New York. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Ça ne va pas, en fait. C'est tout. Et ne me dites pas, oui, si, c'est normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Donc, le responsable dans cette histoire, c'est Kilmer Sport Venture, pas Larry Tannenbaum, mais bien Ivan Gazidis et ses deux compères qui ont sous-estimé la Ligue 1. Leur business model, c'est de faire du trading. Donc, c'est d'acheter des joueurs moins de 23 ans, en gros, sauf exception, de mettre de l'argent sur la table, de leur faire signer des contrats de 5 ans pour les revendre après. C'est ça. Et pour les revendre, il faut que ce soit un peu spectaculaire, qu'ils aient marqué des buts, il faut qu'il y ait du beau jeu, etc. Et là, on a besoin d'Eric Horneland. Et ça va me permettre de faire le lien, les amis, avec le dernier point de cette vidéo, sur et maintenant, et demain en Ligue 2. Alors là aussi, ouais, là, on va remonter tout de suite. On va marcher sur la Ligue 2 avec Eric Horneland. Ça va être un régal. Sans déconner. Moi, j'aimerais bien partager votre optimisme. Mais moi, je vais vous donner ma conviction. Je suis très, très inquiet. Et j'espère me tromper encore une fois. Et si l'année prochaine, on remonte en Ligue 1 direct en ayant écrasé la Ligue 2, et franchement, je dirais, je me suis planté. Et c'est vraiment super que je me sois planté. Mais moi, je vais vous dire un truc. Je ne suis pas du tout sûr qu'on remonte l'année prochaine. Mais pas du tout. On va voir ce que feront les dirigeants. On va voir s'ils retiennent les leçons de ce qui s'est passé cette année. Mais j'en suis pas sûr du tout. Alors déjà, le premier élément, et Ivan Gazidis l'a dit dans une interview après match au micro de DAZN, c'est que c'est Eric Horneland qui va rester l'entraîneur de la Saint-Étienne. C'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Il a le bon de commande pour son style de jeu, etc. C'est pas une surprise, mais pour moi, mais dites-moi ce que vous en pensez, pour moi, c'est pas une bonne nouvelle. Je pense qu'Eric Horneland n'est pas l'entraîneur qu'il faut à Saint-Étienne. Je le dis simplement. Je vais même aller un peu plus loin, et on a le droit de pas être d'accord. Je pense que c'est pas un bon entraîneur. Voilà. Je pense que cet entraîneur qui nous vient de Norvège est un entraîneur qui n'a jamais connu des championnats extrêmement exigeants et difficiles, que la Ligue 1 est incroyablement difficile, que la Ligue 2 est incroyablement difficile, que tout ce beau monde, vu de Toronto, New York, Londres, etc., a pris notre championnat un peu par-dessus la jambe, voilà, avec un peu de dédain, enfin voilà, sous-estimer le championnat, et je crains que ce soit pareil en Ligue 2. Parce que quand on réfléchit 2 secondes, et puis Eric Horneland, franchement, quand je dis que je ne crois pas que ce soit un bon entraîneur, je vais peut-être étayer un peu ce que je dis. Je passe sur ses attitudes, passe son temps à siffler, go, cracher, il siffle, il crache, ok, très bien. S'il nous faisait gagner, moi j'en ai rien à foutre, mais c'est pas le cas. D'un point de vue tactique, je suis désolé, il ne s'adapte jamais à l'adversaire, il n'y a jamais de choix qui me paraissent pertinents. Quand tu vois que face à Toulouse, tu as des trous de 40 mètres, mais c'est des fautes tactiques majeures, ça. C'est quasiment des fautes professionnelles. Et tu laisses faire ça, mais Toulouse doit nous en mettre 6. 6 à domicile. Toulouse doit gagner 6-2 en fait. Et tu me dis que c'est un bon entraîneur. Il a pris 47 buts ou 44 buts. Odo, on avait pris 32, on finit à 77. Donc il en prend 45. 45 buts en 17 matchs. Et c'est un bon entraîneur. Mais c'est une blague ou quoi? C'est une blague en réalité. Non, c'est pas un bon entraîneur. Je vous le dis. Et ce qui va se passer l'année prochaine, que va-t-il se passer? Pour remonter en Ligue 1, l'avantage qu'on a, c'est qu'on vient de sortir de 2 saisons de Ligue 2. Donc le championnat de Ligue 2, on le connaît. On sait comment ça se passe. On sait ce qui nous attend. Championnat ultra difficile. Très difficile. Et pour remonter en Ligue 2, avec à chaque fois des équipes qui vont jouer contre Saint-Étienne, leur match de l'année. On l'a vécu pendant 2 ans. Saint-Étienne va à Pau, Saint-Étienne va à Rodez, Saint-Étienne va je sais pas où. C'est le match de l'année. D'accord? À chaque fois, on sera attendu. Ok? C'est très difficile comme championnat. Et donc, on va se retrouver dans ce championnat avec une équipe qui sera composée de quoi exactement? Parce qu'on va dire les choses. Lucas Tassin, après la demi-saison qu'il vient de faire, il va pas jouer en Ligue 2, on est d'accord? Il va partir. Est-ce qu'on va le prêter pour une saison en se disant « Ah, de toute façon, on remonte l'année prochaine ?» On verra.
Moi, je pense qu'il sera vendu. S'il y a une offre XXL, moi, Lucas Tassin, je suis Lucas Tassin. Comme aujourd'hui, les joueurs n'ont pas l'amour du maillot. Faut arrêter de se raconter des conneries. Il y en a certains, hein, Emen Mouefek, Louis Mouton, quand on les a vus à la fin du match, on a senti qu'ils étaient affectés par ce qui se passait. Mais quand tu es à Saint-Etienne depuis 6 mois, honnêtement, si tu peux signer dans un club Première Ligue ou je sais pas où, il te fait signer. T'as pas envie de jouer en Ligue 2. Hein. Donc Lucas Tassin, je sais pas comment on le garde. Davitashvili, il va partir aussi. Moi, Davitashvili, je mettrais bien un petit billet sur l'Italie, par exemple. Hein, peut-être qu'il signera en Italie. Voilà, y a les joueurs qui sont les joueurs Ligue 1, voilà, qui ont le niveau, ils vont pas rester à Saint-Étienne. Tu te mets à leur place, ils vont être sollicités. Bouchouari va partir, il lui reste un an de contrat, donc le club va le vendre. Donc on va se retrouver avec quoi comme équipe? Est-ce que vous pensez que Kilmer va faire le recrutement qu'il faut pour remonter en Ligue 1? Le recrutement qu'il faut quand on est en Ligue 2, c'est quoi? C'est quoi qu'il faut? Hop. Bah c'est très simple ce qu'il faut. Il faut des tauliers en fait. Il faut des gens qui sont expérimentés et qui connaissent la Ligue 1 de par le passé, qui ont le niveau Ligue 2 B+. Il faut des tauliers en fait. Il faut des gars qui ont entre 28, 27 et 30 ans. Il faut des gens expérimentés. Voilà. Tardieu, c'est le bon profil par exemple pour la Ligue 2. Tardieu, vraiment, il a fait une bonne fin de saison. Franchement, son but face à Toulouse est très beau. Mais Tardieu, c'est exactement le profil qu'il nous faut pour jouer en Ligue 2 et monter en Ligue 1. Mais vous pensez que le Tardieu de la défense, le Tardieu de l'autre Tardieu du milieu de terrain, vous pensez qu'on va le recruter? Vous pensez que c'est le projet Kilmer, ça? De recruter des mecs comme ça? Mais pas du tout. Pas du tout. Le projet Kilmer, ça va être de faire de Nguessan le titulaire de l'attaque. 16 ans. Et donc de faire jouer, alors il aura 17 ans, de faire jouer des jeunes, 17, 18, 19, 20 ans, en Ligue 2. C'est ça, je pense que ça va être ça. Sauf s'il change de projet, sauf s'il change de stratégie. Si Ivan Gazidis dit on s'est trompé, on a trop misé sur la data, on a mal estimé le niveau de la Ligue 1, etc., là je dirais ça, ils ont peut-être compris. Mais son interview d'après-match ne nous dit pas ça. Il dit non, Horneland, c'est vraiment le style de jeu qu'on veut et on va faire ce qu'il faut pour remonter en Ligue 1. Mais il n'a pas dit on va changer de stratégie. S'ils gardent la stratégie qu'ils ont eue en Ligue 1, la data, pour derrière la garder en Ligue 2, la data avec l'objectif de faire jouer des jeunes, on ne remonte pas en Ligue 1, c'est pas vrai. Tu ne remontes pas en Ligue 1 avec une équipe de petits jeunes, c'est pas vrai. Je n'y crois pas en fait. Et avec Eric Horneland, qui même quand tu mènes 3-0, te dit encore attaquer. Toujours attaquer. On a pris 45 buts en 17 matchs avec lui. En Ligue 2, on prendra 65 buts sur toute une saison. Il n'y a pas de raison que ça change. Pourquoi ça changerait en fait? Sauf si tu recrutes des défenseurs XXL expérimentés qui ont 30 ans, des mecs, pas 36 ans, pas 37 ans comme Abdelhamid, mais des mecs qui sont en pleine possession de leurs moyens, des vrais tauliers de Ligue 2, etc. Mais est-ce que c'est ça le projet Kilmer? Est-ce que c'est de recruter des joueurs comme ça? La réponse est non. Donc ceux qui pensent qu'on va remonter, qu'on va marcher sur la Ligue 2, qu'on va remonter, qu'avec Horneland, ce sera du football champagne et ça va être la régalade, je vous dis, je crains que vous vous trompiez. Voilà. Je pense que ce sera incroyablement difficile et que rien ne dit qu'on remontera l'année prochaine. Rien du tout. Et que plusieurs années en Ligue 2, c'est tout à fait possible. Et c'est extrêmement rageant. Parce qu'encore une fois, je pense que le propriétaire, lui, il a évidemment les moyens. Financièrement, le club, il est à l'abri. Il n'y a pas de sujet là-dessus et ça, c'est très bien. Moi, je pense qu'effectivement, tout n'est pas perdu. Je pense qu'à moyen long terme, pour remonter en Ligue 1, etc., jouer l'Europe, oui, très bien, peut-être, j'en sais rien. Ce que je sais simplement, c'est qu'à court terme, c'est catastrophique. Voilà, c'est catastrophique et qu'on se retrouve dans une situation épouvantable qui, moi, m'emmerde profondément. J'ai pas d'autre terme, franchement. Voilà. Je vais pas aller au-delà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'aurai peut-être l'occasion d'en refaire d'autres en fonction évidemment de l'actualité de ce qui sera annoncé. Mais pour l'instant, ce que j'ai entendu de Gazidis dans l'interview d'avant-match ne me rassure pas. C'est la même stratégie avec le même entraîneur. Ce sera le même style de jeu. Et qu'à la fin, donc on va garder cette data stratégie, acheter des jeunes joueurs pour pouvoir les revendre une fois qu'ils auront pris de la valeur marchande, j'entends. Et donc voilà. Et on va voir ce que fait Kilmer. Mais honnêtement, cette saison, c'est un échec total et c'est nous qui en souffrons le plus. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je sais pas quand on se retrouvera, je sais pas si on fera un mag avec les garçons parce que je pense qu'on a tous la tête dans le seau, donc je sais pas. Il faut un petit peu de temps là pour diriger le truc. Digérer le truc et voilà, on se retrouvera après. Allez, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.